ce sera tout ce qui concerne le rapport de l'armée avec le vin, avec les boissons alcoolisées et avec l'absinthe en particulier. Et je crois qu'il y a quand même fort à dire sur le sujet. Et puis, moi, ça sera les militaires à Pontarlier. Parce que, d'une manière générale, quand on pense les militaires à Pontarlier, on pense essentiellement au 19e siècle, le camp des Pareuses, les casernes Marguet, les exercices de tir, et tout ce que les cartes postales, comme celles qu'on a à l'écran, tout ce que les cartes postales nous ont montré, continuent de nous montrer, les cartes postales qui ont été la plupart du temps. Monsieur Guéraud, pardon, vous pouvez passer en mode plein écran, s'il vous plaît? Je peux passer en mode plein écran. Alors ça, c'est une bonne question. Tu vas au diaporama. Bonne question. Alors je vais en diaporama. Au-dessus, dans diaporama. Si la bête veut bien. Si la bête veut bien, oui. Oui, mais elle va vouloir la mettre. Tiens, pose-toi là-dessus. Bouge. Ça fait tapis. Allez. Diaporama. Et puis après, à partir de la diapo actuelle, si tu veux. Et normalement, on est pas mal. Normalement. Allez, clique. Ah, mais il n'y en a plus. Ouais. Voilà. Oui, mais c'est pas vraiment du grand écran. Bah, c'est Ah si, mieux. c'est bon. Si, Vous l'avez c'est en mieux. droite écran, c'est bien. C'est bien, c'est parfait. Ah bah, parce qu'en vrai, on ne voit pas ce que tu veux. Si, si. Oui, c'est moi, j'ai celle-là et la suivante. Donc vous avez la celle-là, donc c'est bien. Donc, je disais que d'une manière générale, quand on parle absinthe militaire à Pontarlier, on parle du 19e siècle, avec tout ce que les cartes postales et les photographies nous ont montré, c'est-à-dire, oui, les défilés militaires, les exercices de tir au canon dans la plaine de l'Arlier, et puis tout ce qu'on peut avoir comme carte postale sur le sujet. Mais, je me suis posé la question des militaires à Pontarlier. Depuis quand? Parce que, en fait, ça n'a pas commencé uniquement avec le 19e siècle. Et ça peut paraître incongru de vous montrer, par exemple, la chapelle des Annonciates, la chapelle de Notre-Dame de l'Espérance. On dit, mais qu'est-ce que ça vient faire ici? Mais en fait, c'est quelque chose de très logique, parce que les archéologues, au 19e siècle, quand on a construit la chapelle Notre-Dame de l'Espérance, on a trouvé dessous quelques armes mérovingiennes et carolingiennes qui ont interrogé les archéologues de l'époque et qui les ont fait supposer que sous la chapelle de l'Espérance, il y avait une première fortification qui était vraisemblablement mérovingienne et peut-être de l'âge du fer. Alors une fortification toute simple, avec une tour donjon en bois vraisemblablement, une palissade, et ce qu'on peut imaginer, c'est que dans cet ensemble, ce micro-ensemble qui était là pour protéger la population de Pontarlier, il pouvait y avoir 1, 2, 3 ou 4 hommes d'armes dont la fonction était effectivement de défendre cette structure, de défendre la famille plus ou moins bourgeoise, plus ou moins le petit nobliau du coin qui était le propriétaire de cet ensemble, et puis en même temps de défendre la population de Pontarlier qui pouvait se regrouper, la petite population de Pontarlier, qui pouvait se regrouper à l'intérieur d'un enclos qui était devant cette fortification qu'on appelle la basse-cour. Alors, est-ce qu'il s'agissait de militaires? Est-ce qu'il s'agissait de soldats? Est-ce qu'il s'agissait d'hommes d'armes, de gendarmes? On n'a aucun renseignement là-dessus, bien entendu. On peut imaginer que ces gens-là n'étaient pas très nombreux, de même que la domesticité qui était au service de ces premiers nobliaux, va-t-on dire, n'était pas très nombreuse non plus. Est-ce qu'il s'agissait des habitants eux-mêmes qui pouvaient se défendre, prendre les armes, défendre leur petit patrimoine, défendre la fortification? On ne sait pas, on n'a bien entendu aucun renseignement, on peut juste se référer à d'autres exemples qui peuvent exister ailleurs et pour lesquels on aurait des renseignements. Alors, finalement, si on remonte le cours du temps, donc jusqu'à cette chapelle Notre-Dame de l'Espérance et la fortification qui était en dessous, on peut imaginer qu'il y a toujours eu quasiment des gens d'armes, des gens armés à Pontarlier. Alors, la borne de Trajan, vous la connaissez peut-être, c'est une borne milliaire qui se trouvait sur la nationale 57 qui va en Suisse, à l'emplacement de la Fontaine Ronde, et qui est maintenant au musée de Pontarlier. Alors qu'est-ce qu'elle fait là? C'est simplement pour vous rappeler qu'il y a eu, on sait qu'il y a eu à Pontarlier aussi un poste militaire romain, c'était bien entendu
des légionnaires, peut-être pas des légionnaires, peut-être des gens qui étaient issus de la population locale, inféodés à l'occupation romaine, qui tenaient ce premier poste de garde qui était là. Alors évidemment, on ne sait pas grand-chose non plus. Est-ce que c'était des soldats installés le long de la frontière? Est-ce que c'était un simple poste occupé par ce qu'on appelait des limitanei, du nom latin, c'est-à-dire des soldats installés le long de la frontière? Est-ce que c'était des combattants, à la fois guerriers payés, des gens qui vivaient en famille dans les garnisons? On n'a aucun renseignement, on ne sait pas non plus. On ne peut pas non plus oublier ce que nous apprend le cimetière de Doux, c'est-à-dire la présence d'hommes armés à Doux. Pourquoi pas à Pontarlier? On ne sait pas ce que les fouilles qui ont été réalisées plus ou moins récemment ont donné. Donc, entre le 5e et le 8e siècle, des gens étaient installés à Doux, des hommes armés, avec un armement très intéressant, qui est exposé actuellement au musée de Pontarlier, avec d'autres choses, des bijoux, mais on ne sait pas non plus grand-chose sur cette présence militaire. Alors, il y avait des fortifications à Pontarlier, donc on va simplifier en disant qui dit fortification, dit forcément des gens qui défendent. Alors, Pontarlier est une ville fortifiée, entourée de fossés, doublée d'une enceinte renforcée d'une série de tours, vous les connaissez, entourée de tours, alors il y avait des tours d'angle, des tours à chacune des portes, d'autres tours qui complétaient la défense. Hein, vous connaissez tous, pas la peine que je vous le détaille, vous le voyez sauf si vous le souhaitez. Donc, ces fortifications ont été aménagées en pierre et de manière réellement défensive à partir du XVe siècle. Alors, pourquoi à partir du XVe siècle? Pour résister à aux incursions bernoises. Hein, maintenant, les Suisses viennent à partir de jeudi après-midi faire le siège des grandes surfaces à Pontarlier. À l'époque, ils venaient faire le siège des fortifications et ils les ont abattues quand même au moins 2 fois. Donc, quand elles étaient en bois. Donc, là, on fait des fortifications en pierre à partir du XVe siècle, mais on peut imaginer qu'avant, il y avait bien sûr d'autres fortifications avec déjà un fossé, des remparts plus ou moins sérieusement aménagés, des tours. Quant à savoir qui étaient les gens qui défendaient ces fortifications, les hommes qui étaient affectés à la défense de la ville, donc les militaires, c'était des professionnels sans doute, mais on n'a là non plus aucun renseignement. On peut supposer qu'ils étaient nourris, logés dans le château, payés par leur employeur, logés chez l'habitant. Silence radio, on ne sait pas. Dans les archives municipales, on trouve différentes pièces du XVIIe siècle qui concernent une milice, avec entre autres des pièces sur la convocation au tirage au sort parmi la population masculine, tirage au sort des miliciens. On trouve aussi la liste des habitants et des bourgeois de Pontarlier qui pouvaient porter les armes, et puis aussi la mention d'une milice compagnie bourgeoise d'une 50aine d'hommes. Une chose amusante, si on veut, un ordre écrit de l'intendant de Franche-Comté d'enrôler dans la milice de Pontarlier tous les mendiants et vagabonds qui pouvaient être sur le territoire de la ville. Donc, intéressant, mais pas pour ceux qui étaient réquisitionnés à ce moment-là. Alors, il y avait un château à Pontarlier. Vous connaissez bien sûr tous la rue du Vieux-Château, qui est aujourd'hui un des rares témoignages que nous avons de l'existence de ce château, à part les dessins au XVIe siècle de Gilbert Cousin et du révérend Père Bonjour. Vous avez sous les yeux le Pontarlier vu par Gilbert Cousin. Alors, qui était Gilbert Cousin, si ça vous dit rien, ou si vous en rappelez plus, je vous le rappelle. Il était né à Nozeroy en 1506, au sein d'une famille de la petite bourgeoisie. Il effectue ses études auprès des chanoines de Saint-Antoine en Nozeroy, puis à Dole. Il entre dans les ordres, il quitte Dole en 1530, il séjourne en Suisse, à Fribourg, à Bâle. Il devient le secrétaire, c'est là que ça devient intéressant, le secrétaire puis le confident et l'ami de l'humaniste hollandais Didier Erasme. Il s'installe, quand il est prêt, il s'installe à Nozeroy, où il ouvre une école, et ses talents de pédagogue et de théologien ne tardent pas à faire sa renommée, et il recrute ses élèves jusqu'à Bâle, en Suisse, et dans les écoles bourgeoises. Alors évidemment, disciple, ami de Didier Erasme, avec donc beaucoup d'idées de tolérance, ça pouvait difficilement passer aux yeux de l'Église catholique de l'époque,
qui font de lui un partisan de la Réforme. Il est accusé d'hérésie, il se réfugie, c'est sa sœur à Jougne. Il est arrêté en août 1567 sur ordre de l'Inquisition. Il est incarcéré en 1570 dans les prisons de l'Archevêché à Besançon, où il meurt en 1572. Il est inhumé dans l'église de Jussan-Moutier. Et il a rédigé plusieurs ouvrages de théologie et puis d'autres choses. Et parmi ces ouvrages, une description de la Franche-Comté illustrée de 8 gravures, dont celle sur Pontarlier. Alors, le château de Pontarlier, il est là. Donc, vous voyez le reste, hein, l'église Notre-Dame disparue, l'église Saint-Ménigne, le pont Saint-Éloi, qui est le pont, ce qu'on appelle aujourd'hui le pont de l'hôpital. Voilà un détail du château, avec les tours du château, les tours également des remparts. On en voit encore un morceau, on verra tout à l'heure. Alors voilà là maintenant le plan, un détail du plan du Père Bonjour. Alors qui était le Père Bonjour? RP, Révérend Père Bonjour, Claude Bonjour, religieux du couvent des Augustins à Pontarlier. On ne sait pas grand-chose de lui. On trouve seulement une trace dans les archives municipales où il est mentionné que dans leur réunion du 6 juillet 1665, les membres du conseil municipal de l'époque, c'est-à-dire le magistrat, remercient le révérend père Claude Bonjour, je cite, pour la peine qu'il a prise de faire le plan de la ville et de l'avoir dédié à messieurs du magistrat, donc messieurs du conseil municipal de la ville. Lors d'une nouvelle réunion en 1669, ces mêmes élus décident de lui faire don de 4 écus blancs pour sa carte de Pontarlier. Mais pour le religieux lui-même, pas de date de naissance, ni de date de mort, pas de portrait, pas de renseignements, pas de souvenirs, pas d'anecdotes, pas de témoignages sur sa présence au couvent des Augustins. Donc, on ne le connaît pratiquement pas, sauf par ce plan qui est extrêmement intéressant. On voit bien là le détail des remparts, l'ensemble de ce qui était ce premier château de Pontarlier, qui malheureusement a été plus ou moins détruit après. Là, vous voyez sur cette vue actuelle de ce morceau de rempart qui reste. Alors, au fond à gauche, ici, ce qu'on appelle la tour Chevalier, et puis là, un morceau des remparts qui appartenait, derrière ce rempart, si vous voulez, il y avait le château. Alors, ce château était situé à l'intérieur des fortifications, à l'angle nord, à l'angle formé par la rue du Moulin-Vieux et l'ancien canal. C'était un bâtiment important. On le cite dans plusieurs textes anciens, dès le XIVe siècle, sous le nom de l'Aulne, A-U-L-N-E, la Salle, le Chastel, la Maison Forte ou le Château de Pontarlier. Alors il pourrait être plus ancien, puisqu'il est détruit pendant la guerre que se livrent les grands barons de Bourgogne à la fin du XIIIe siècle. Jules Maté signale dans le journal de Pontarlier du 10 avril 1892 qu'en 1393, on avait élevé d'épaisses murailles dans lesquelles on avait intégré quelques maisons voisines et creusé des fossés tout autour. Et en 1445, on crée un véritable rempart avec tour d'angle, tourelle, porte fortifiée et courtine. Alors le château est partiellement détruit par la prise de la ville par les Suisses, encore eux, en 1475, puis en 1507. Alors à noter que ce château va être réutilisé après par les Bernardines qui vont y installer leur couvent. Donc la ville avait accordé en 1666 aux Bernardines, pour le prix de 6 000 francs, le vieux collège qui avait été lui-même aménagé dans ce vieux château, donc accordé aux Bernardines pour leur permettre de construire un couvent, ce qu'on voit sur le dessin du Père Bonjour que vous voyez ici. Donc l'ancien château dans lequel est installé le couvent des Bernardines. Alors les militaires à Pontarlier. Alors bien sûr, donc c'est les casernes de Marguet qui en sont actuellement l'élément le plus connu. L'incendie de 1736 avait détruit plus de la moitié de la ville, incendie accidentel, et la ville a été reconstruite grâce aux subsides, en partie, de Louis XV. Le reste de l'argent avait été employé avec l'autorisation du roi, donnée en 1740, à la construction d'une caserne destinée
au logement d'une garnison importante qui se justifiait par la proximité de la frontière. Qui dit frontière dit contrebande, et les incursions de contrebandiers étaient nombreuses. D'où la création d'une caserne pour abriter des troupes importantes qui étaient là pour lutter contre les contrebandiers. L'histoire, ou plutôt l'histoire légendaire, dit que Mandrin était passé par là avec une troupe qui était pratiquement de 100 à 150 hommes armés et à cheval. Donc on voit tout de suite que ce n'était pas 3 contrebandiers avec une brouette, hein. C'était quelque chose de plus important. Les travaux des casernes commencent en 1748, ils sont achevés en 1764. Il s'agit de 2 corps de bâtiments en L, que vous connaissez bien. Donc les 2 corps de bâtiments sont encore en place, avec 2 étages, un rez-de-chaussée et un premier, qui s'appuyaient sur les anciennes fortifications qui dominaient le canal pour la partie, si je vais y arriver, on devrait, pour la partie qui est... J'espère qu'on va y arriver. Non, il ne veut pas, il veut pas. Bon, si, la partie qui est ici. Non, vous ne voyez pas. La partie qui est là. Toute cette partie-là s'appuie sur le canal, là où, de l'autre côté, vous avez le conservatoire. Donc, 2 ailes de bâtiments en L. Alors, les 2 ailes étaient réunies par une porte, que vous voyez au centre, qui a été détruite depuis, et qui commandait l'accès à la route de Morteau. Ces bâtiments, comme vous pouvez le voir, délimitaient une place d'armes ouverte, et les autorités militaires de Pontarlier avaient demandé à plusieurs reprises à la ville de Pontarlier de pouvoir clôturer cet espace pour en faire une véritable place d'armes complètement indépendante de la circulation. Une partie des pierres qui a été utilisée pour la construction des casernes provenait de la destruction de certains éléments des fortifications de la ville, entre autres les tours Notre-Dame et la tour des Trois Sols. Donc la tour de Notre-Dame qui était, si vous voulez, à la droite de l'aile qu'on a ici, et puis qui était également la tour des Trois Sols, c'est-à-dire la tour qui était au bout de la rue de la Gare actuelle, pour simplifier. Au début du XXe siècle, 1907-1908, la ville envisageait d'élargir le passage entre les 2 corps des bâtiments, et puis lorsque les casernes deviennent propriété municipale, en 1921, la ville décide de supprimer définitivement la voûte qui relie les 2 bâtiments pour faciliter la circulation, et donc on arrive à la situation qu'on connaît actuellement. Alors, après la défaite de 1871, la France entreprend de réorganiser son armée, et notamment l'artillerie. En 1875, l'armée contacte la municipalité de Pontarlier pour l'installation d'une école de tir d'artillerie à proximité de Pontarlier, dans la Chaux d'Arlier. Dès 1876, la ville concède à l'armée l'utilisation de ces terrains pour effectuer des exercices de tir de mai à juin à des horaires précis. Les premiers exercices de tir ont lieu à la fin du mois de mai de 1876 et ils sont baptisés les écoles à feu. Donc là, on a une vue où on voit donc des canons, un canon, des officiers à cheval, et puis les militaires un peu partout au fond. Il y a d'autres vues qu'on verra. Le camp, comme c'est marqué, l'infanterie au camp des Parus sur la carte postale. Alors, la mise en place de ces écoles à feu nécessitait de loger tous les militaires qui y participaient, et les casernes de Marguet ne pouvaient suffire à abriter la totalité des soldats qui séjournaient quelques mois à Pontarlier, pratiquement de mai à octobre. En 1876, la ville met à disposition de l'armée la montagne des Pareuses pour y installer un village de tentes pour les soldats, la place du Petit Cours pour les chevaux, les officiers logeant en ville. Il y avait en 1876 80 tentes pour environ 800 hommes et 120 tentes en 1885, soit en gros 10 ans après. Mais les conditions climatiques que vous connaissez parfois difficiles poussent l'armée à demander en 1883 l'autorisation à la ville de construire des baraquements en dur
pour donner un peu plus de confort aux soldats. Après un premier refus et quelques hésitations, la ville accepte et en 1884, elle signe un bail de 18 ans renouvelable pour la location d'un terrain situé sur la colline des Pareuses. Les premières constructions sont montées dès 1885, mais elles resteront insuffisantes et le village de Tente demeurera en place pendant quelques années encore. En 1900, ce sont près de 10 000 hommes qui séjournent à Pontarlier du mois de mai au mois d'août. Vous voyez une population, en gros, ponticalienne d'à peu près 8 000 personnes, et il y a 10 000 militaires qui sont là quasiment en permanence. Alors, qu'est-ce qu'ils font, ces militaires, à Pontarlier? Bon, là, je triche un peu. C'est une vue d'un bistrot, mais ce n'est pas du tout à Pontarlier. C'est l'hôtel des messageries, je ne sais plus où, dans une colonie, je ne sais plus laquelle. Donc, qu'est-ce qu'ils font, ces militaires, à Pontarlier? Alors, évidemment, en dehors de leurs heures de service, qui étaient quand même relativement importantes, il ne faut pas imaginer qu'ils avaient énormément de temps libre. Mais ils en avaient quand même, entre les exercices de tir, les tâches quotidiennes, les gardes, les corvées, les soins aux chevaux, l'entretien du matériel, les défilés, les concours d'attelage. Ils n'étaient pas systématiquement, comme pourrait le faire croire cette photo, en train de siroter des absinthes au bistrot du coin. Hein? Bon, c'est un peu trompeur, à vrai dire. Voilà, derrière la caserne, dans ce que, je ne sais pas s'il y en a qui ont connu le canal de Pontarlier, il y en a qui l'ont connu, derrière actuellement le conservatoire, on faisait faire trempette aux pattes des chevaux. Voilà la vie courante dans les casernes de Mariet, les défilés militaires, alors qui attiraient toujours beaucoup de monde. Vous pouvez voir à la droite de la photo, ici, des dames. Alors je ne sais pas quel était le prestige de l'uniforme sur les dames de l'époque, bien habillées, en robe, chapeautées. Quand on a grandi, c'est extrêmement sympathique et agréable à voir. On voit des belles dames. Alors, l'abreuvoir, donc les tâches quotidiennes où il fallait nourrir les chevaux, il fallait s'en occuper. Donc on voit au fond la ville de Pontarlier, donc, et en même temps ces constructions relativement importantes. Le salon de coiffure, où les soldats venaient se faire tailler la barbe, se faire couper les cheveux. Il y a également la garde, donc préparation du corps de garde qui va aller monter la garde dans les différents points sensibles de ce casernement. Les cuisines, vous vous rendez compte, quand il fallait faire la cuisine pour 10 000 personnes, même s'ils n'étaient pas les 10 000 en même temps, ça nécessitait quand même une infrastructure relativement importante. Un corvée de patates, ça va avec les cuisines. Donc je vais sélectionner quelques photographies là, qui montrent la vie quotidienne de ces militaires, le pansage des chevaux, parce qu'il y avait des chevaux pour, je l'ai dit tout à l'heure, 800 chevaux. Hein. Il y avait des chevaux pour les officiers, puis il y avait des chevaux aussi pour traîner le matériel, c'est-à-dire aussi bien les chariots que les caisses de munitions, que tout ce qui était canon, obusier, etc. Les consignés, bah, c'est les punis. Alors les punis, apparemment, ils cassent des cailloux, là, d'après ce que j'ai pu regarder. Ils ont trouvé l'absinthe. Tu crois? Certainement. Probable. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a un casernement en dur, là. Et puis les écuries avec toute l'infrastructure qui allait avec, l'abreuvoir pour les chevaux, toujours la vue de Pontarlier en arrière-plan. Et puis mentionné canon de 155 cours, pièce, feu, comme ce qu'il y a sur la carte postale. Et puis, dans toutes ces cartes postales, les photos nous racontent assez bien le quotidien des militaires à Pontarlier à l'époque. Un militaire qui venait d'un peu partout, mais j'en précisera. Alors, là, il y a une autre occupation des militaires, le café. Vous pouvez remarquer qu'il n'y a quand même pas beaucoup de militaires en train de siroter une absinthe. On voit des personnages devant avec des verres à absinthe, effectivement. On a un détail, voilà. Il y a quand même un militaire, c'est pas beaucoup, qui est en train de boire. Toujours le café Marius.
Et puis là encore, il n'y a pas beaucoup de militaires. Il y en a 2 sur la partie droite, voilà, avec un certain nombre de pontisaliens. Donc c'est pas l'activité principale des militaires. Par contre, celle-là me paraît intéressante parce que on voit des gens qui sont en train sont au bistrot. Ce que je trouve toujours amusant, si vous voulez, c'est qu'on a beaucoup de gens qui sont au bistrot, qui sont bien habillés. On peut imaginer que c'est le dimanche, que c'est la distraction du dimanche, alors que maintenant tout le monde se met en short, en blue jean et prend une tenue décontractée. À l'époque, c'était l'inverse. C'était costard, cravate, chapeau melon ou chapeau tout court. Et puis, ce qui me paraît intéressant, c'est qu'on a des militaires aux fenêtres. Alors vous en tirez les conclusions que vous voulez, mais on a des militaires au premier étage et des dames ou des demoiselles au deuxième. Après, je vous laisse imaginer ce que vous voulez. Ceci pour dire que j'avais essayé de faire une étude sur la prostitution à Pontarlier, partant du principe qu'il y avait des militaires. Donc éventuellement, on pouvait imaginer qu'il y avait des maisons spécialisées pour la distraction. Je n'ai rien trouvé. Rien. À part une réglementation concernant les maisons de prostitution, il n'y a rigoureusement rien. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a rien. Alors, autre chose, autre distraction, les concerts que pouvait donner l'harmonie ou les différentes formations musicales qui se trouvaient à l'intérieur des régiments. Et on trouve souvent dans les journaux des mentions comme quoi telle harmonie, tel corps militaire va donner un concert sur le cours, sur le kiosque, sur la place d'Arçon. Ils participaient également, les musiques militaires participaient également à ce qui a pu se donner comme concert et comme pièce de théâtre au théâtre Forestier. Entre autres, quand il y a eu le premier spectacle qui était Carmen, donné au théâtre Forestier, ça a été la musique de je ne sais trop quel régiment qui était là pour assurer la partie musicale. Donc il y avait des concerts réguliers qui étaient mentionnés dans la presse et qui étaient a priori relativement prisés. Alors, là ça c'est autre chose, c'est la gare de Pontarlier, lors de l'arrivée, je crois, du président... Poincaré, peut-être bien, oui. Poincaré, peut-être bien. Donc c'est intéressant parce qu'on voit que là, au fond, on a toute une garde militaire, si vous voulez, qu'on voit bien ici, qui se développe, et puis il y en a également de chaque côté. Quand on agrandit la photo, on voit bien qu'il y a toute une série de pontisaliens qui sont là pour recueillir. Comment? Falière. Falière. Oui, Poincaré, ça fera la première guerre. Falière, ok. Alors voilà, on retrouve souvent les militaires photographiés à Pontarlier, là devant les bâtiments de l'hôpital, enfin dans la rue du Faubourg Saint-Étienne, sur le pont de l'hôpital, un militaire très fier sur son cheval, ici devant la chapelle des Annoncianes. Vous pouvez, la différence avec aujourd'hui, parce que le portail n'a pas changé, la différence c'est qu'il n'y a plus les grilles, par contre. Devant l'hôtel de ville, une carte postale signée Marcel, et puis, bien sûr, les militaires qui étaient ou réquisitionnés ou embauchés pour la récolte de l'absinthe par les différents distillateurs de l'époque. Alors, pour terminer, laisser la parole à Jean, pour tenir les délais, ce qui est le texte d'une carte postale d'un soldat du 42e de ligne, 9e compagnie, caserne Bougenel à Belfort, en manœuvre à Pontarlier. La carte postale est datée du 29 juin 1909 et elle est destinée à un de ses amis. Cher copain, je te remercie de la carte postale que tu m'as fait parvenir. Je puis te dire que Pontarlier est plus plaisant qu'Héricourt, il y a beaucoup plus d'amusement. Tu peux compter que l'on boit la bleue à bon marché, donc l'absinthe. Nous repartons dimanche. Tu parles si ça la refout mal, car c'est la fête de Pontarlier. Au plaisir de te revoir bientôt. Et puis pour laisser la parole à Jean, un courrier expédié le 18 juin 1899
par un officier en garnison à Vannes, et il envoie ce courrier à un distillateur de la ville. Ça va tout de suite vous mettre dans l'ambiance. Monsieur, je vous prie d'expédier de suite à monsieur Brocard, cantinier au 28e d'artillerie à Vannes, un fût de 60 litres d'absinthe terminus à 1,33, valeur 93 francs, payable à 30 jours avec escompte. C'est là où c'est bien intéressant. Comme le colonel interdit l'entrée de l'absinthe à la caserne, ayez soin d'expédier comme les fois précédentes, c'est-à-dire de ne mettre sur le fût aucune marque pouvant indiquer qu'il contient de l'absinthe. Veuillez agréer, monsieur le directeur, mes bienfaits et salutations. Signé Gauthier Charrier. Voilà, Jean, la parole est à toi. Merci Joël. Voilà. J'enchaîne. T'enchaînes. Très bien. Bon, ça va être un peu plus généraliste. Néanmoins, il y a un préambule quand même avec deux remarques préalables. La première étant que, de ma part, il n'y a aucune volonté de heurter la bien-pensance actuelle avec des sujets qui fâchent, en l'occurrence l'alcoolisme, le colonialisme et les forces armées. Ça fait beaucoup à la fois, donc je ne fais pas du tout de prosélytisme, j'en parle simplement au plan historique. Première remarque. La deuxième, c'est l'ambiguïté qui règne, qui a toujours régné entre l'armée, l'institution armée, et l'alcool en général, donc aussi l'absinthe. L'armée et l'alcool ont été toujours liés. L'alcool, sous toutes ses formes, a été intégré à la vie militaire. C'est parce que c'est une forme de cohésion. On fait des arrivées, des départs, pendant les combats, avant, après les combats, on fait les promotions, on s'ennuie, on essaye d'oublier, etc. Donc il y a tout un tas de raisons pour consommer de l'alcool. Et puis il ne faut pas oublier que du temps de la conscription, c'était le passage du stade adolescent à adulte, bon pour l'armée, bon pour les filles et bon pour prendre des bitules. Donc l'institution militaire ferme les yeux sur cette consommation et tolère, voire même encourage, mais ça se fait toujours à l'échelon bas, c'est-à-dire que la hiérarchie ne veut pas entendre parler, plus on remonte dans la hiérarchie, moins on veut entendre parler des excès dus à l'alcool. On fustige, on punit, on interdit, on met des affiches partout, il ne faut pas que ça remonte. On n'en parle plus. Ainsi, il est par conséquent quasi impossible, lorsqu'on veut faire une étude sérieuse sur l'alcoolisme au niveau militaire, d'avoir le moindre renseignement auprès de toutes les instances qui peuvent en détenir de ces documents. C'est tabou, c'est la grande muette, on n'en entend pas parler. Ce dont on n'entend pas parler, ça n'existe pas. Donc voilà, c'était les deux remarques préliminaires. On va rentrer dans notre sujet. Notre sujet, c'est une idylle entre une boisson, l'absinthe, et les militaires. Ça a duré pratiquement un siècle quand même. Et on va définir qui étaient les deux protagonistes. Premièrement, l'absinthe. L'absinthe, on va éliminer toutes les formes d'absinthe connues jusqu'à présent, jusqu'à, disons, le début du 19e siècle, parce que là, c'est là que ça apparaît, cette histoire d'amour. Auparavant, c'était médicinal, l'absinthe. Ça avait plein de vertus vraies ou supposées, peu importe. Depuis Hildegarde von Linden jusqu'à Paracelse, tout le monde vantait les qualités de l'absinthe. Bref, nous, ce qui nous intéresse, c'est la liqueur absinthe, qu'elle soit distillée ou macérée, qui est apparue pas loin d'ici, dans le Val de Travers, tout début du 19e siècle, et qui a été vite exportée sur Pontarlier pour des basses raisons de droits douaniers du temps du blocus qu'avait instauré Napoléon. Donc, notre deuxième protagoniste, ce sont les militaires, pas l'armée, mais les militaires. Ce sont, en l'occurrence, pour faire plus simple, les troupes qui ont été envoyées en 1830, à partir de 1830 dans l'Afrique du Nord, et plus spécialement à l'époque en Algérie, pour en faire la conquête ou la pacification, on dira ça comme on veut. Et parmi ces troupes figurait la Légion étrangère qui était fraîchement recréée
parce que la Légion étrangère, c'est quand même une troupe un peu particulière, tout le monde le sait, il marche à un pas qui n'est pas le même que celui des autres, parce que c'est l'héritière des anciens régiments suisses du temps de la monarchie. Cette Légion étrangère, donc, est constituée au départ des Suisses qui ont été licenciés après les événements de juillet 1830, parce que le roi Charles X à l'époque n'a pas voulu que les Suisses, les régiments suisses qui étaient attachés toujours soit à la royauté, soit même aux troupes napoléoniennes, connaissent le même sort que ceux qui avaient été massacrés le 10 août 1792 sur les marches des Tuileries. Donc il avait licencié toutes les troupes suisses qui se retrouvaient donc un peu au chômage. Et Louis-Philippe, qui a succédé à Charles X après 1830, a décidé, lui, pour faire un peu redorer le blason de la France, d'envoyer des troupes pour pacifier l'Afrique du Nord, l'Algérie notamment. Donc il a envoyé des troupes métropolitaines et cette légion étrangère surtout, qui venait juste d'être formée, et qui était donc composée pour la plupart de Suisses, qui étaient tous des volontaires, hein, c'était pas des gens embrigadés comme ça, c'était des volontaires, c'était des bâtisseurs en même temps, c'était des types qui faisaient bien leur travail, parce qu'il ne faut pas oublier que les monarchies successives en France ont toujours utilisé les gardes suisses, les régiments suisses, parce que, comme l'indique le monument à Lucerne, où on voit un lion en train de casser sa pipe après avoir été blessé, c'était Helvetiorum Fidei ad Virtuti, ce qui veut dire en reconnaissance de la fidélité et du courage des Suisses. Donc les militaires suisses ont toujours été très prisés en Europe, et notamment en France, parce qu'il y a eu après la bataille de Marignan, ça remonte à 1516, il y a eu un traité entre les cantons suisses et les rois de France d'une paix dite perpétuelle, c'est-à-dire que les Suisses ne combattraient plus les Français. Donc cet héritage-là, il a été continué à la création de la Légion étrangère avec les Suisses licenciés des anciens régiments royaux, et la première chose qu'on fait, c'est de les envoyer pour pacifier l'Algérie. Nous voilà donc avec nos deux protagonistes. Et quel est le contexte et la création de l'IDIL? Ça s'est créé donc en Algérie à partir de 1830, et sur non pas un besoin ludique, mais sur un besoin sanitaire. À savoir que les troupes qui venaient de métropole n'étaient pas habituées ni au climat, ni au régime alimentaire, ni aux parasites de toutes sortes qui se baladaient dans la flotte et dans tout ce que pouvaient consommer les militaires et même les fonctionnaires qui les accompagnaient. Et donc ils étaient décimés, ces pauvres métropolitains, ils étaient vite décimés par les maladies tropicales de l'époque, qui ont toujours lieu d'ailleurs. Et pour les combattre, il n'y avait pas grand-chose. Il existait la quinine qu'on venait de découvrir, mais la quinine, c'était cher, ça venait du Pérou, il y a que là qui avait du quinquina. Et on n'avait pas tellement d'autres moyens, à part l'alcool pur, pour éviter l'eau, mais on ne pouvait pas éviter de consommer de l'eau, donc il fallait trouver quelque chose, et ça, c'est là qu'interviennent nos Suisses de la Légion. Eux avaient la connaissance, d'après leur origine, parce qu'il y en a beaucoup qui venaient de la région francophone, et connaissaient déjà l'absinthe. Ils connaissaient l'absinthe, liqueur telle qu'on la connaît maintenant. Et ils se sont dit, peut-être, on suppose, que c'est eux qui sont à l'origine de de l'usage de l'absinthe sous forme de liqueur comme désinfectant de l'eau. Alors c'est bien, c'est pratique, c'est efficace, ça dépend de la quantité bien sûr, mais c'est efficace. Et puis en même temps c'est ludique, parce qu'on se rend compte que c'est tout un folklore. Il y a la préparation, c'est une boisson de repos, parce qu'il faut la préparer, ça ne se consomme pas debout vite fait, il faut s'asseoir pour ça, etc. Et donc ça tombait bien, parce que
Entre deux phases d'action militaire, ben, on s'ennuyait ferme. D'abord, il n'y avait pas grand-chose à faire. On était quand même dans un climat un peu hostile parce que les raisons de la pacification de l'Algérie étaient quand même multiples. C'était surtout pour combattre du banditisme, de l'esclavage, etc. Donc, et puis pour essayer de construire quelque chose. Donc, il y avait quand même des temps morts et il fallait s'occuper et puis compenser un peu tous les manques qu'on connaissait dans ce pays. Donc, succès d'année de la quinine, boisson ludique en même temps, ça a vite fait de gagner tout le monde, et pas seulement les militaires, les civils aussi en ont profité et se sont dit après tout, pourquoi pas. C'est vraiment pratique parce qu'on a la bonne excuse que c'est un médicament et puis en même temps c'est sympa à boire. Ça a gagné au fur et à mesure, donc la conquête de l'Algérie a quand même cessé. Les militaires qui étaient là en poste sont revenus pour la plupart en métropole et ils sont revenus avec l'absinthe qu'on avait fait venir à usage militaire au départ, mais bon, on s'est rendu compte vite qu'il y a eu des excès et qu'il fallait en haut lieu militaire interdire l'absinthe, au moins dans les enceintes militaires, au moins pour la discipline, disons pour la bonne morale. Donc l'absinthe s'est transformée un petit peu de boisson purement militaire fonctionnelle en une boisson de plaisir qui était plus civile que militaire ou qui intéressait les militaires en dehors de tout exercice militaire, en dehors des casernes. Ce retour en métropole donc se fait au bénéfice un petit peu des militaires en tenue, etc., en sortie, mais surtout au bénéfice des civils. Et ça devient vite un snobisme, c'est-à-dire tout le monde s'en empare, les artistes, c'est bien connu, les écrivains, etc., les snobs, tout le monde vient boire, il y a l'heure verte qui s'instaure, notamment au Café du Helder à Paris, qui est le boulevard des Italiens, qui est le haut lieu des réjouissances de fin d'après-midi, et il y a un rituel de boire de l'absinthe, c'est bien, c'est mode. Donc, en plus, il faut dire aussi au bénéfice des militaires que cette boisson absinthe, elle gagne l'approbation aussi des locaux, des autochtones en Afrique du Nord, parce qu'il y a un cérémonial qui se rapproche de celui du thé. C'est-à-dire qu'il y a tout un préparatif, on mélange avec de l'eau, on fait couler goutte à goutte, etc. Donc c'est un cérémonial qui passe très bien et qui ne gêne personne. Ça ne pose pas de problème de voir consommer, voire de consommer soi-même de l'absinthe lorsqu'on est normalement interdit d'en consommer. Je ne dirai pas plus loin. Cette consommation d'absinthe se généralise, donc elle perd son côté militaire pur pour intéresser tout le monde. Donc ça nous intéresse moins parce que le but c'est quand même de parler de l'absinthe militaire. Il faut dire que la production passe d'environ 60 000 hectolitres, 6 000 hectolitres par an dans les années 1860 à 200 000 hectolitres au début du XXe siècle. Donc il y a une progression énorme dans la production d'absinthe, et donc c'est ça qui va entraîner malheureusement des dérives. Donc cette absinthe, pour revenir à ce que disait Joël tout à l'heure, l'absinthe on la trouve surtout à Pontarlier parce que c'est les hauts lieux de la fabrication, et il ne faut pas oublier que les bistrots dont tu parlais tout à l'heure, il y en a plus d'une centaine à Pontarlier, on oublie de le dire ça. Et s'il y a que 2 ou 3 militaires dans chaque bistrot, si on multiplie par 100, ça fait beaucoup de militaires à la fois. Bon. Et puis il y a 20 distilleries quand même aussi qui existent, donc il se produit beaucoup d'absinthe. Et ces fameuses écoles de tir dont tu parlais ici, ben, ça fait venir des gens de toute la France, des gens qui ne connaissent pas l'absinthe, parce qu'on est quand même au milieu du 19e siècle, il n'y a pas encore de communication rapide. Et ces gens qui viennent de l'endroit où on n'a jamais entendu parler d'absinthe, ils découvrent ça et ils sont tout contents d'en ramener quand ils reviennent dans leur région d'origine, dans leur régiment d'origine. Donc ça dissémine la consommation d'absinthe, ça la fait connaître et c'est un facteur de promotion extraordinaire, ces militaires. En plus, quand ils sont en exercice ou autre, ils font des concours de tir et puis
il y a une affiche quelque part qui représente un prix de tir, et le prix de tir, c'est des bouteilles d'absinthe, voire des caisses d'absinthe pour les premiers tirs, les premiers prix de tir. Donc, d'absinthe, il y en a partout, à Pontarlier, mais pas seulement. Donc c'est ça qui va entraîner les premières dissensions dans notre couple, là, dans notre idylle entre l'absinthe et les militaires. C'est les malhonnêtetés qui vont apparaître, d'abord dans l'élaboration de l'absinthe, c'est-à-dire que peu à peu, vu qu'il faut augmenter les quantités, qu'il faut baisser les prix, parce que ça s'est un petit peu démocratisé, donc on ne veut pas payer ça très cher. Donc on commence à bidouiller un peu l'absinthe, c'est-à-dire que au lieu d'utiliser de l'éthanol comme base de fabrication, de l'alcool pur, on prend de l'alcool dénaturé, du méthanol, qui est beaucoup plus dangereux. On met des colorants, notamment du sulfate de cuivre, on met de l'antimoine pour faire brouiller l'absinthe artificiellement, etc. Donc ça devient un peu du n'importe quoi. Et ça entraîne donc des jalousies, des dissensions. À côté de ça, il y a les viticulteurs. Les viticulteurs ont des gros problèmes au milieu du 19e siècle, parce qu'il y a eu l'apparition de maladies de la vigne qui n'étaient pas du tout prévues, le mildiou, le phylloxéra, etc., qui font que la production de vin, qui était la principale production d'alcool de consommation en France, chute abominablement et entraîne des jalousies et qui sont appuyées politiquement dans toutes les régions productrices de vin en France. Je sais s'il y en a beaucoup, parce que c'est pratiquement la moitié sud de la France qui produit du vin, y compris d'ailleurs dans la région. Les ligues anti-alcooliques apparaissent et sont financées. Je parlais de Poincaré par erreur tout à l'heure, mais notamment le futur président Poincaré n'était pas le dernier à créer favoriser et financer des ligues de tempérance. Pardon. Il y a aussi la hiérarchie militaire qui a interdit la consommation d'absinthe dans toutes les enceintes militaires et qui donc punit sévèrement les excès, parce qu'il y en a eu des excès déjà en Algérie. On a rapatrié des officiers notamment, parce que c'était surtout les cadres qui consommaient de petits ou moyens de grade, qui consommaient beaucoup d'absinthe, et puis il y a eu des cas d'éthylisme graves qui ont fait que l'institution militaire n'était pas du tout contente vis-à-vis de l'absinthe. Mais tout ça, c'est grosso modo, peu à peu, on voit apparaître le côté bouc émissaire de l'absinthe, parce qu'en plus, il y a eu la fameuse histoire de la tuyonne que tout le monde connaît, qui commence à apparaître en disant que ça rend fou, ceci, cela, enfin bref, alors que c'était pas plus mauvais qu'autre chose, parce que les excès ont été constatés, mais il y a un petit bouquin là, qui a été réédité, qui est très amusant, qui est paru en 1867, donc ça date pas hier. Et c'est un type qui avait quand même quelques moyens et du temps, et qui a décidé de comparer l'absinthe, les excès de l'absinthe, boisson, avec d'autres boissons alcooliques. Donc il a pris des copains, ils se sont mis une soirée ou deux à consommer de l'absinthe tant que ça pouvait. Ils se sont pris une bonne biture, et puis pour voir le lendemain comment ils allaient être les uns vis-à-vis des autres, ils se sont rendus compte que, à part un mal de crâne éventuel et puis quelques nausées, finalement ça allait pas plus mal que ça. Et ils ont, par honnêteté comparative, ils ont pris d'autres cuites un peu plus tard, je suppose, j'espère, avec d'autres alcools, avec de la chartreuse, avec ci, avec ça. Et puis ils se sont rendus compte que les effets étaient strictement les mêmes, mais ils n'étaient pas plus nocifs, certains peut-être plus que d'autres, mais en tout cas plus que l'absinthe. Donc ils se sont rendus compte que c'était malhonnête, que l'absinthe était finalement un bouc émissaire. Et en plus, pour corroborer ça, ce brave homme est allé se balader un peu partout en Europe, c'est-à-dire dans tous les endroits où on ne consomme pas du tout l'absinthe, parce que l'absinthe, elle était consommée par nos militaires, mais c'était surtout en France, on va dire en gros, et puis dans les colonies, mais les colonies lointaines, c'est-à-dire l'Afrique noire, le Moyen-Orient, ou même l'Asie, où on consommait l'absinthe, surtout les militaires et les coloniaux, on va dire. Et donc, ils se sont rendus compte qu'il y avait autant d'alcoolisme
avec les conséquences dramatiques que ça entraîne. Il y en avait autant dans les pays où l'absinthe était inconnu, où on consommait du schnapps, du whisky, du gin, etc., y compris dans les pays latins. Donc ils se sont dit c'est malhonnête de s'attaquer qu'à l'absinthe. Et je trouve que c'est quand même une bonne chose, et c'est honnête. Et ça quand même, ça date d'avant les problèmes de prohibition. 1867, c'est quand même bien avant. Qu'est-ce qu'on peut dire en plus après ça? Donc la classification est en fait en Algérie. Les autres colonies sont occupées aussi, et l'absinthe va quand même se balader jusqu'en Extrême-Orient. Et ce qui est amusant, c'est qu'après, pendant, il y a un jargon militaire pour appeler l'absinthe et qui varie selon les régions. Alors, en Algérie, par exemple, ça s'appelait, on commandait un bureau arabe. C'était un mélange d'absinthe avec de l'orgeat. C'est-à-dire que pour contrecarrer le côté un peu amer de l'absinthe, on mettait quelque chose de sucré. L'orgeat, c'était une préparation à base d'orge et de pâte d'amande écrasée. Donc on appelait ça un bureau militaire parce que c'était probablement par analogie avec le bureau des affaires civiles et militaires qui était le bureau arabe et qui joignait à la fois un côté fort et doux et sucré et amer. C'est-à-dire que c'est des gens qui ne devaient pas être forcément toujours aimables là-dedans, donc ça s'appelait comme ça. Ça s'appelait aussi une alpha, ça s'appelait une amazone, on appelait une Vichy avec, je ne sais pas pourquoi, une Moresse, parce que c'est on comprend mieux déjà. Une purée de pois. Une purée de pois, c'était une absinthe très peu noyée, donc on voit un peu la densité de la chose. Bref, et puis à Saïgon, hein, où il y a une carte postale qui est envoyée, ou au Pékin ou Saïgon, on appelait ça un lait de tigre ou du petit lait de panthère. Donc plein d'appellations rigolotes comme ça, mais il faut se dire que plus le temps avançait dans le siècle du 19e siècle, plus l'absinthe était consommée forte et pure, voire pure, et renforcée avec d'autres alcools, pour faire original ou simplement par éthylisme, parce qu'il faut dire quand même que ça existe l'éthylisme. On n'en parle pas à l'armée, je disais en préambule que on fermait les yeux en haut lieu sur les excès de l'absinthe et des alcools en général, mais il y a quand même un problème qui est moindre maintenant, on n'en parle plus parce qu'il n'y a plus de conscription depuis une vingtaine d'années, mais il y a quand même toujours, et il y a toujours eu, ce problème d'alcool qui est favorisé pour tout un tas de raisons que j'ai énoncées, mais qui est aussi interdit pour des raisons de discipline et de bonne image. Donc on a toujours notre ambivalence qui est là et qui fait que ça pose des problèmes, ça pose tellement de problèmes qu'on va arriver lentement à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, et puis on se rend compte peu à peu que l'effet négatif l'emporte, surtout apporté par les civils, l'emporte sur le côté ludique des militaires, et on ne voit plus les belles affiches, parce que vous en avez plus, pas forcément ici, mais dans l'expo, il y a des belles affiches, on voit des militaires dans toutes les tenues bigarrées, d'abord des troupes d'Afrique, j'en ai pas parlé, mais on peut en aborder un petit peu. On voit ces militaires, c'est toujours ludique, ils sont assis, c'est sympa. On a tout le rituel de l'absinthe, c'est toujours la boisson de caserne, ou enfin plus maintenant, mais la boisson de repos, la boisson qu'on consomme en temps de paix, on va dire, en dehors de toute action militaire. Bon, ça c'est de moins en moins parce que c'est de plus en plus interdit. Donc les belles affiches qu'on voyait avec ces militaires en tenue, elles prennent à la place maintenant, à cause des ligues anti-alcooliques et puis aussi de l'effet des viticulteurs qui reprennent du poil sur la bête parce qu'ils veulent faire interdire l'absinthe, hein, parce que ça vaut moins cher que le vin, à la fin du 19e. Et puis pour la bonne moralité, donc, on fait des affiches qui, elles, représentent maintenant des monstres, des fées abominables. C'est la mort qui est personnifiée dans ces affiches avec des couleurs spectrales, etc. Donc ça devient quelque chose qui n'est plus ludique, mais quelque chose qui est terrifiant.
et c'est entretenu comme tel. Ce qui n'empêche pas quand même de consommer toujours de l'absinthe par-ci par-là, et toujours en quantité. En 1910, il y a une première alerte qui a lieu non pas en France mais en Suisse. Il y a la prohibition qui est instaurée en Suisse, un peu brutalement, du jour au lendemain, après une sombre histoire dans le Val de Travers, d'ailleurs d'un meurtre familial, qui impliquait un bonhomme dont on a, là encore une fois, le bouc émissaire, on a dit que c'était à cause de l'absinthe, du Val de Travers. En réalité, il se piquait le nez au vin et puis il était ivre-mort plutôt à cause du vin que de l'absinthe. Et ça a servi de prétexte pour que les autorités helvétiques prohibent définitivement l'absinthe. Pas toujours pour autant, mais on verra ça après. Les viticulteurs, les politiciens font la même chose en France, et puis il ne se passe rien jusqu'à 1914. 1914, là, pof, c'est la fin de l'idylle qui arrive à grands pas, parce qu'il y a la déclaration de guerre, et puis là, on passe à quelque chose de totalement différent. On passe à une économie de guerre, et puis les boissons ludiques qu'on consomme gentiment assis au bistrot, tout ça, ça n'a plus de raison d'être. Là, il faut du dur. C'est-à-dire que la première année de combat est terrible, hein, il y a énormément de morts, c'est une guerre moderne, et là, on se rend compte que l'alcool est surconsommé à cette époque-là, mais ça a basculé, l'absinthe est complètement oubliée, puisqu'on ne peut plus la consommer selon le rituel habituel. On consomme du vite fait, c'est-à-dire de l'alcool qu'on peut avoir à disposition rapidement. Donc c'est toutes les autres formes d'alcool qui existent, distillées ou pas, et puis c'est surtout le vin. Et là, les viticulteurs l'emportent haut la main, aidés par le gouvernement d'ailleurs, puisqu'ils font installer une logistique invraisemblable pour que chaque troufion, chaque poilu, puisse avoir au moins 1 litre de vin par jour à consommer. Et comme il y a à peu près 2 à 3 millions de combattants qui sont en ligne, imaginez un petit peu ce que ça représente comme quantité de vin. Il faut le produire, il faut le stocker, il faut le transporter, il faut le distribuer. Et tout ça, ça s'installe très vite, puisqu'il y en a un besoin énorme au niveau des premières lignes des combattants qui n'en peuvent plus, qui n'ont pas malheureusement d'autre recours que la consommation d'alcool pour monter en ligne, comme les ailes montent en ligne, ou pour oublier toutes les horreurs qu'ils ont pu voir après, quand ceux qui survivants des combats. Donc, c'est pas top pour notre couple absinthe militaire, d'autant plus qu'en 1915, en mars 1915, il y a l'interdiction. Comme en Suisse en 1910, prohibition totale de la fabrication et de la consommation de l'absinthe. Déjà dans le Doubs, puisque le 17 août 14, c'est-à-dire 15 jours après la déclaration de guerre, le préfet du Doubs a fait afficher partout des affiches selon lesquelles il était interdit de fabriquer et de consommer l'absinthe. Donc là, rupture totale, on n'entend plus parler de l'absinthe. Si, on en entend toujours parler parce qu'elle fait partie des réquisitions. À savoir que tous les stocks d'absinthe non vendus, puisqu'interdits, sont réquisitionnés par l'armée pour fabriquer de l'alcool dénaturé. Alcool dénaturé qui va être utilisé dans la fabrication à fin militaire, c'est-à-dire d'explosifs, de carburant et aussi de médicaments, éventuellement, bien sûr. Donc l'anesthésique notamment, dont on a grand besoin. Donc on réquisitionne, on ramasse tout ce qu'on trouve comme stock d'absinthe et ça permet de s'en débarrasser. Pas complètement, parce qu'on continue d'en consommer. Dans les jargons concernant l'absinthe, il y en a un, dans le jargon, on demandait pendant la guerre de 14 une tranchée dans les bistrots, et c'était de l'absinthe qui était servi, donc après l'interdiction, qui était servi sous le comptoir, comme ça, on demandait de boire une tranchée. Donc il en restait quand même, qui a été conservé et qui était consommé, mais c'était plutôt une boisson, pas de l'avant, mais de l'arrière.
Il n'y en avait plus du tout dans les zones de combat. On arrive donc à cette rupture qui a été brutale et qui a duré tout le XXe siècle. Et puis maintenant, l'absinthe est à nouveau réhabilité sous sa forme liqueur, mais on n'entend plus parler avec les militaires. J'ai presque fini. Il reste 2 petits chapitres additifs qui sont à caractère régional. Le premier concerne les bourbakis. Les bourbakis, c'est un peu mon cheval de bataille, si on peut dire. Et les bourbakis, qui sont passés par Pontarlier fin janvier 1871, étaient en piteux état, puisqu'ils avaient pris des raclées monumentales, et puis surtout, c'était une mauvaise organisation. Donc, il y a à peu près 100 000 hommes qui ont débarqué autour et dans Pontarlier, et qui étaient dans un état de santé lamentable, qui étaient frigorifiés, qui n'avaient rien à manger, parce que c'était pas bien organisé, etc. Et ils se sont retrouvés autour de Pontarlier. Et l'absinthe, là, il y a un rôle à jouer encore. Déjà, elle n'était pas interdite à l'époque, mais d'un côté, on avait les officiers qui, eux, se retrouvaient bien au chaud chez l'habitant, parce qu'ils se faisaient héberger par réquisition chez les habitants. Donc, chaque soir, ils avaient beau être en retraite, ils étaient reçus chez les notables, etc. Puis, eux, ils se tapaient de l'absinthe tranquillement assis. Pendant que les pauvres diables, les pauvres troufions, dehors, ils se gelaient, ils n'avaient rien à manger, ils n'avaient rien pour se réchauffer. Et quand ils sont arrivés à Pontarlier, ils ont vidé tous les stocks d'absinthe plantes qui étaient mis à sécher pendant l'hiver pour faire l'absinthe, pour la distiller pendant l'hiver. Et ils ont utilisé tous les stocks qu'ils ont pu trouver d'absinthe séchée pour se réchauffer. Donc là encore, il y avait un mélange absinthe et militaire, mais qui n'était pas prévu au départ. La deuxième, alors après, nos militaires, ils ont été internés en Suisse pour éviter d'être faits prisonniers par les Allemands. Et ils sont restés 2 mois en Suisse. Ils sont arrivés, quand ils ont passé la frontière, c'était lamentable, c'était des épaves et tout mourants. Et 2 mois après, ils sont revenus tout guillerés en France, bien requinqués. Et là, on peut supposer qu'il y a eu quand même le rôle de l'absinthe suisse, non plus la verte, mais la bleue, qui est intervenue pour les remettre sur pied. Il y a même eu tellement d'excès qu'il y avait une prison à Lulzensteig, à l'autre bout de la Suisse, où il y a eu quand même pas mal de fréquentation et qui était la plupart pour éthylisme. Bon. Parce que autant en France, on ne parlait pas dans les instances militaires d'alcoolisme, ça j'ai oublié de vous le dire, parce que j'ai essayé de faire des recherches en tant qu'ancien du service de santé des armées. Impossible d'avoir une porte ouverte, même entrouverte, pour avoir des renseignements sur l'éthylisme au XIXe siècle. Je ne parle pas de maintenant, mais au XIXe siècle, rien à faire. Pourtant, il y a eu des rapports faits, j'en ai vu, des rapports très sérieux, faits sur la morbidité militaire en temps de paix, pas forcément en temps de guerre, mais en temps de paix, Troisième République, parce qu'on s'intéressait à la santé des militaires. Alors on décrit tout un tas de maladies, tout un tas de déviances, tout un tas de tares, etc. Mais en aucun cas, jamais on parle de l'éthylisme, de l'alcoolisme, on n'en parle pas. Et comme on ne parlera pas d'ailleurs de l'énolisme après, parce que la consommation excessive de vin était pire que la consommation excessive d'absinthe, parce qu'elle n'était pas limitée, déjà par l'individu, parce qu'on peut boire 5 litres de pinard par jour, on ne peut pas boire 5 litres d'absinthe, on est mort avant. Parce que c'est valable pour tous les alcools. Donc, tout ça, ça fait que impossible d'avoir des renseignements sur l'alcool avec l'armée, je le confirme. La deuxième petite chose à ajouter concerne non plus les Français, mais nos voisins suisses, parce qu'à partir de 1910, l'absinthe étant prohibée en Suisse, tout le monde sait, enfin beaucoup savent qu'elle a continué d'être élaborée comme si rien n'était dans le Val de Travers, la clandestine, la fameuse clandestine, et à partir de 1910, donc, les militaires suisses, eux, ont pris le relais, puisque, comme chacun sait, le citoyen soldat suisse, il doit chaque année faire une période militaire. Et pendant ces périodes militaires, il bouge d'un canton à l'autre, c'est comme ça. Et soit les militaires
issus du Val de Travers qui vont dans la Suisse interne, soit les militaires qui viennent de la Suisse vers le Val de Travers pour faire leur période. Tous ces gens-là, dans leur pactage, ils trimballent de l'absinthe. C'est-à-dire que l'absinthe sort du Val de Travers, soit parce qu'elle est emmenée par les gens du coin, soit parce qu'elle est réclamée par les gens de l'extérieur, pour être consommée comme quelque chose de ludique. Et c'est là que les Suisses sont plus forts que nous, parce que l'absinthe militaire, eux, elle a duré tout le XXe siècle en Suisse. Alors que chez nous, elle a cessé en 1915. Voilà. Donc, en gros, tout ce qui peut être dit dans un temps relativement restreint, on peut en raconter encore beaucoup là-dessus, parce qu'il y a plein d'anecdotes, mais ça retarderait. On peut parler des militaires qui étaient à la base de l'absinthe, parce que finalement, en résumé, l'absinthe, elle est née militaire et suisse, à cause de la Légion étrangère, et des troupes dites d'Afrique. Et ces troupes d'Afrique, vous avez pu voir dans les expositions même, que c'est très bigarré, les tenues. Il y a même une personne qui a écrit un truc très intéressant sur les tombes des soldats Bourbaki en Suisse, hein, et qui est déguisé. Et donc il y avait plusieurs... les uniformes correspondaient à des unités bien particulières, c'est-à-dire il y avait les Zouaves, il y avait les chasseurs d'Afrique, il y avait les tirailleurs algériens, les Turcos, il y avait les Spahis, qui étaient des cavaliers, bien sûr, qui étaient la cavalerie d'Alger. Donc on utilisait un petit peu les uniformes des locaux, c'est-à-dire de l'Afrique du Nord, et puis on mélangeait ça avec les uniformes français, notamment dans la cavalerie. Les chasseurs d'Afrique, c'était un uniforme qui était plutôt français d'origine. Après, il y a eu les méharistes, qui étaient encore d'autres troupes plutôt sahariennes que d'Afrique typiquement côtière. Il y avait les Goums du Maroc qui ont été popularisés par Lyotet notamment. Il y avait bien sûr la Légion étrangère, qui elle avait une tenue qui était typique, mais avec le képi blanc, avec la coiffe blanche, etc., avec le casque en liège. Et il y avait aussi les fameux BATDAF, les bataillons d'infanterie légère, qui étaient des régiments disciplinaires qu'on appelle les joyeux. C'était pas tellement joyeux en réalité d'ailleurs. Il y avait les troupes de marine aussi qui sont intervenues, qui étaient de l'infanterie spécialisée, qui étaient les marsouins et les bigorres. Et il y avait les tirailleurs locaux, autochtones, les tirailleurs sénégalais en Afrique noire, les Indochinois et les Malgaches, et j'en passe peut-être des meilleurs. Voilà, on a fait grosso modo et rapidement le tour. Est-ce que ça vous a convenu? Est-ce que c'est pas trop touffu? Mais c'est difficile de tout englober en peu de temps parce que on dérive toujours sur un sujet parallèle et puis on s'étend et on s'endort après ou on en a marre. Donc, arrête. Voilà.